Ça tombe bien, il n'est pas là. Vous avez vu, Philippe Lang est notre président. Cette association n'aurait pas vu le jour, ou ne se maintiendrait pas, ou n'aurait pas de maintenance sous son énergie et son dynamisme. De ce fait, nous pensions, et nous avons fait en sorte, et c'est surtout pas lui qui l'a demandé, que ce soit reconnu cette activité, que ce soit cette activité d'enseignement, qui est en plus de son rôle de chercheur, soit reconnue en tant que tel. Un enseignement qui est un enseignement, on va dire, populaire, et donc un point important. Et donc, un dossier qui a été pris en charge aussi par la mairie de Vincennes a fait en sorte que cette année, il y a quelques semaines, il a reçu un avis comme quoi il était chevalier des Palmes académiques. Je dois dire que il n'en a jamais parlé. Il ne savait même pas à quoi cela correspondait. Donc vous voyez, parce que certains font l'antichambre des bureaux pour les avoir. Là, c'était vraiment quelque chose. Et ça nous paraissait important parce que cela correspond tout à fait à la décoration qui reconnaît ce genre de travail qu'il fait régulièrement maintenant depuis des années. Voilà. Donc quand il va arriver... C'est un titre que vous avez bien fait. Rougis un peu. Non, donc c'est une reconnaissance pour l'association, donc j'en suis très heureux aussi à ce nom-là. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, qu'on invite des gens comme vous qui viennent bénévolement diffuser leurs connaissances, et on est aussi très reconnaissant à tous ces chercheurs qui viennent nous aider, qui viennent diffuser leurs connaissances. Et c'est aussi grâce au système de recherche français, je crois qu'on a aussi cette qualité aussi de vulgarisation, donc j'en suis particulièrement heureux. Bon, revenons à notre journée. Donc on accueille Raphaël Margueron et Cyril Roussel-Simonin, qui sont des chercheurs de l'Institut Gustave-Roussy et de l'Institut Curie. Raphaël Margueron est chercheur à l'INSERM, et donc il a eu le prix du jeune chercheur junior, de la Fondation de France, donc bravo à lui. Et donc chef d'équipe aussi du mécanisme de la répression par les protéines polycombes à l'Institut Curie. Et donc Raphaël, moi de ce que j'ai lu hier, s'intéresse effectivement à ce que je disais un peu tout à l'heure, à savoir qu'il y a des différences de pathologie, d'expression de certaines maladies en fonction du sexe, et notamment chez les femmes qui ont le double chromosome X. Et quand les deux chromosomes X s'expriment par mégarde, on peut dire, ça peut causer un certain nombre de problèmes. Et donc j'ai lu son article un peu là-dessus, enfin j'ai essayé de le lire en tout cas. Et donc je ne sais pas s'il va nous parler de ça aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a marqué là-dedans. Et donc de notre côté, Cyril Roussel-Simonin est oncologue. Et donc comme a dit Raphaël, je ne me déplace jamais sans mon oncologue quand je fais une conférence grand public, parce que je sais que je vais avoir des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Et donc je préfère, voilà. Donc on vous accueille tous les deux, on est ravis. Donc on vous laisse 40 minutes à tous les deux. Et je vous laisse le micro. Merci. Alors, d'abord, oui, effectivement, ça va être en tandem, et je pense que c'est quelque chose. C'est pas juste pour la présentation, c'est que dans les travaux qu'on fait, on est souvent amené à faire des tandems chercheurs et médecins, ou médecins et chercheurs. Et là, ça sera une illustration de ces collaborations. Donc, je vais vous parler d'épigénétique, et je vais commencer par rappeler un certain nombre de choses qui ont déjà été discutées par Benoît et Paula. Mais, comme je vais le présenter un petit peu différemment, je pense que ça va juste compléter et ça ne sera pas nécessairement complètement redondant. Donc, je commence par la notion d'épigénétique, et après on va utiliser cette notion pour voir qu'est-ce qui se passe en termes d'épigénétique dans les cancers, et est-ce que ça contribue, si oui, comment, est-ce qu'on peut le cibler, etc. Donc, vous avez eu deux présentations sur l'épigénétique qui sont parties de l'ADN et de la molécule. Donc, moi, je vais faire un choix différent. Je vais partir du problème des cellules. Donc, même si Benoît en a également parlé. Donc, vous savez que dans un corps complexe comme le corps humain, il y a une grande variété de cellules avec des fonctions complètement différentes. Alors, de façon un petit peu plus simple, on va parler d'identité de cellules. On a une grande variété d'identités de cellules
qui sont acquises au cours de l'embryologie. Donc les cellules se différencient et se spécifient dans certains lignages et dans certaines fonctions bien déterminées. Et un des enjeux importants, c'est donc d'établir ces identités et, comme on va le voir aussi, de les maintenir. Donc quand on parle d'identité de cellules avec des fonctions, des propriétés différentes, en fait, ce dont on parle, c'est d'expression des gènes. Donc là, à nouveau, on en a déjà entendu parler, mais donc, un gène, c'est une séquence d'ADN qui va donner un ARN, qui va donner des protéines, et chaque cellule va va piocher va sélectionner dans les 25 000 gènes qui sont dans son génome un sous-ensemble de ces gènes qui vont être utilisés, qui vont être traduits en protéines. Et pour chacun de ces gènes, il va falloir donc déterminer s'ils ne sont pas utilisés et à quel niveau ils sont utilisés. Et donc ça, il faut que ce soit établi, mais il faut que ce soit établi d'une façon assez stable. Et donc là, vous avez entendu parler d'épigénétique comme de notion de régulation de la transcription qui était un petit peu indépendante de la séquence d'ADN. Il y a une notion que j'aimerais rajouter, c'est celle de mémoire. En fait, une des notions importantes de l'épigénétique, c'est de pouvoir mémoriser l'information du niveau d'expression de chacun des gènes. Alors ça, c'est une illustration de ce que j'entends par mémoire appliquée à l'épigénétique ou à la transcription. Donc c'est cette idée de mémoire transcriptionnelle. Si vous avez ici, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de mémoire. Vous avez une perturbation, vous suivez un régime, quelle que soit la perturbation, ça va entraîner au niveau d'une cellule un changement de l'état transcriptionnel de certains gènes. C'est-à-dire certains gènes qui étaient silencieux vont devenir exprimés. S'il n'y a pas de mémoire, une fois que la perturbation est passée, ça revient au niveau de base, et ça, c'est pas de l'épigénétique. Ici, c'est ce qui se passe quand on a une mémoire. Et là, on va avoir un système très instable. C'est-à-dire qu'on a une perturbation, il se passe quelque chose, on retire la perturbation, ça revient, on n'arrive pas à créer des changements durables. Ici, c'est ce qui se passe quand on a une mémoire, et en fait, c'est le but c'est une des propriétés de l'épigénétique, c'est cette capacité à mémoriser une information. Donc là, on a une perturbation à un temps donné. Cette perturbation entraîne un changement, donc une réponse, et ce changement reste et maintenu même lorsque la perturbation est perdue. Ça, c'est également ce qui se passe lorsque, tout à l'heure, on a discuté ce que le stress pouvait faire, ou l'exposition à certains produits chimiques in utero pouvait faire, et comment ça pouvait se retrouver plus tard dans le développement. Là, c'est quand il y a de la mémoire. Il faut qu'un changement à un moment donné soit conservé. Et c'est une des propriétés de l'épigénétique. Alors l'épigénétique, on en a parlé pour le moment de cette manière, mais je veux juste mentionner qu'il y a plusieurs façons de faire de l'épigénétique. Et une des manières probablement les plus simples, c'est au niveau des facteurs de transcription. Donc les gènes sont régulés par des protéines qui vont se lier au niveau des promoteurs ou de différents éléments régulateurs et vont contrôler le fait que ces gènes soient exprimés ou pas. Si vous avez à un temps donné un stimulus qui induit l'expression d'un gène, la cellule se divise, elle exprime toujours le produit de son gène, et si le produit de ce gène contrôle son expression, même si vous n'avez plus le stimulus, le gène va rester allumé. Donc en fait, c'est un moyen de faire de la mémoire. Donc juste garder en tête que l'information épigénétique, c'est des facteurs de transcription, de la régulation génique, et ce qui est souvent associé à l'épigénétique, mais qui n'en est qu'une sous-partie, qui est la régulation de la chromatine. Donc ça, c'est l'autre façon de maintenir cette information, cette mémoire, c'est de modifier la chromatine, donc la façon, on va dire, de façon un petit peu schématique, dont l'ADN est replié au niveau du gène. Donc si on met une marque sur un gène donné, en réponse à nouveau à un stimulus donné, la cellule se divise. Si cette marque est reproduite, on maintient l'information que le gène, quel qu'il soit, doit être maintenu, soit actif, soit réprimé en fonction du cas. Alors à partir de là,
je vais revenir à la façon dont ça a été présenté jusqu'à maintenant en associant épigénétique à régulation de la chromatine. Donc la chromatine, ça vous l'avez vu, c'est un moyen de... D'abord, c'était un moyen de replier l'ADN dans le noyau, parce que c'est un très long fil qu'il faut arriver à mettre dans un espace confiné, et en même temps, il faut que certaines régions soient plus accessibles que d'autres. Donc là, c'est une représentation qui vous donne l'impression que le repliement est assez homogène. Il y a un nucléosome, l'espace entre les nucléosomes semble être le même. Mais en fait, ce n'est pas du tout la réalité, parce que le nucléosome, il y a beaucoup de ses propriétés qui peuvent être modifiées. Donc déjà, l'ADN peut être modifié, la position du nucléosome peut changer, les histones peuvent être modifiés chimiquement, et tous ces paramètres vont créer une chromatine qui est très hétérogène, et qui va être dans certaines régions favorisée, dans certaines régions elle va favoriser l'expression des gènes, et dans d'autres régions elle va le défavoriser. Donc voilà, ça c'est ce que je venais de vous dire, les différentes modifications de cette chromatine qui fait qu'elle vient dans beaucoup avec des propriétés très différentes en fonction de la région du génome. Donc là, c'est juste une façon d'illustrer l'importance de ces modifications. C'est un schéma qui vous montre, si on se concentre juste sur une des histones, l'histone H3, on zoome encore, on se concentre que sur les modifications de la queue de cette histone. On zoome encore, on regarde que les lysines, et on se concentre principalement sur la méthylation. Donc c'est vraiment très 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 restreint, et on voit l'ensemble des enzymes qui vont réguler ces modifications dans la cellule. Et en fait, ce que ça dit, c'est que c'est très très important pour la cellule que ces modifications soient déposées au bon endroit, au bon moment, ne soient pas en excès, ne soient pas perdues au moment de la division. Et ce qu'on va voir aussi après, c'est que c'est une extraordinaire opportunité pour intervenir au niveau thérapeutique. Parce que les enzymes, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile pour développer des médicaments. C'est quelque chose sur lequel on peut faire des petits composés chimiques qui vont aller manipuler l'activité des enzymes. Un facteur de transcription, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à manipuler de façon thérapeutique. Alors, maintenant que vous savez tout sur l'épigénétique, surtout avec les deux premières présentations, on va discuter du lien entre épigénétique et cancer. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu cette idée, ou ce schéma extrêmement simpliste de ce qui se passe dans le cancer. Le modèle de base pour le cancer, c'est l'idée que des mutations génétiques vont modifier l'ADN sur un allèle, donc il y en a toujours deux allèles, et donc déjà altérer l'activité d'un de ces gènes, et puis une seconde mutation va inactiver l'autre allèle, et ces mutations, donc le fait qu'un gène soit complètement altéré sur les deux allèles, va favoriser, déclencher, promouvoir la transformation des cellules, et la transformation des cellules, c'est-à-dire qu'elles vont perdre une partie de leur identité. Il y a plein de choses qu'elles avaient l'habitude de faire ou qu'elles devaient faire selon un programme donné qu'elles vont plus faire. Par exemple, une cellule normale, quand elle est entourée d'autres cellules, elle sait qu'il ne faut pas se mettre à se diviser, il n'y a pas de place, il faut s'arrêter là. Et là, cette cellule cancéreuse, elle va perdre cette information, donc elle va se mettre à se diviser même s'il y a du monde autour. Donc ça, c'est de la génétique. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut faire la même chose avec de l'épigénétique ? Alors la réponse, elle va être oui et non. Donc si on veut être strictement épigénétique, et qu'on regarde ce qui a été décrit dans la littérature, donc il y a un certain nombre de cas où il a été proposé que la méthylation de l'ADN, dont par là vous avez beaucoup parlé, était contrôler l'expression d'un gène, et que si cette marque était perdue, un gène important pour la transformation pouvait se retrouver soit exprimé de façon aberrante, dans le cas d'un oncogène,
dans le cas d'un gène qui va promouvoir la progression tumorale, ou à l'inverse, si on avait un gain aberrant de méthylation d'ADN, un gène qu'on appelle suppresseur de tumeur, c'est les fameux freins dont Paola vous a parlé, va se retrouver silencieux alors qu'il devrait être actif et devrait empêcher la cellule de ne plus tenir compte, par exemple, de son environnement. Donc il y a quelques cas dans la littérature qui ont été décrits de transformations qui étaient liées, donc là on appelle ça à une épimutation. C'est par exemple dans le syndrome de Lynch, qui est une prédisposition à plusieurs cancers, dont celui du côlon. Et là, il a été proposé que certains gènes, dont par exemple le gène MLH1, qui est un gène qui a un rôle important dans la réparation de l'ADN, se retrouvait silencieux de façon aberrante à cause d'une méthylation qui ne devrait pas être à cette place. Même dans ce cas, qui est le cas le plus... un petit peu ce qui est présenté quand on parle d'épimutation, on fait souvent référence au syndrome de Lynch. Il y a plusieurs cas où il y a de la génétique sous l'épigénétique apparente, c'est-à-dire qu'on a observé qu'en fait le gain de méthylation de l'ADN il était dû à des variations dans la génétique. Donc pour conclure sur cette origine, je reviens en arrière, pour conclure sur les épimutations, il y a quelques cas dans la littérature qui ont été décrits, mais globalement, comme on va le voir, la plupart des cancers ont d'abord une origine génétique. Et ça, je ne sais pas si c'est la peine de rentrer dans les détails, mais c'est toujours très difficile de savoir si une épimutation est une cause ou une conséquence quand on a une transformation conséquence. Alors vous allez me dire, si c'est très rare, pourquoi on parle d'épigénétique et cancer? Peut-être que je ne devrais pas faire cette présentation. Alors non, en fait il y a un autre cas où l'épigénétique a un rôle très important. C'est dans le cas où on a une mutation génétique qui va déclencher une altération globale de l'épigénétique dans la cellule. Donc certes on commence avec de la génétique, mais on retombe sur de l'épigénétique. Ça, c'est un schéma qui vous montre la fréquence de la mutation. Je vais reprendre. Depuis une vingtaine d'années, il y a un très, très grand nombre de tumeurs qui ont été séquencées et on a essayé d'identifier quels étaient les gènes qui étaient les plus fréquemment mutés dans certains cancers ou au travers des cancers. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y a à peu près, ce n'est pas un chiffre absolu, ça dépend un petit peu comment on le calcule, etc. Mais il y a à peu près un quart des mutations qui ont trait d'une façon ou d'une autre à la régulation de la chromatine, ou à ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc là, je sais pas si c'est juste un schéma qui illustre un certain nombre de ces enzymes qui sont mutées. Et donc, au minimum un quart des cancers, on a une mutation génétique qui entraîne un changement complet du paysage de la chromatine ou de l'épigénétique. Et donc l'idée, c'est que cette mutation va changer les programmes d'expression des gènes et favoriser la prolifération au détriment, par exemple, de la sénescence ou de la mort cellulaire. L'épigénétique, c'est pas du tout simple, parce que le problème, c'est que tous ces régulateurs de la chromatine, ils ne sont pas spécifiques d'un gène ou d'un ensemble de gènes, mais ils vont cibler un ensemble de gènes, et que donc ces mutations, on ne sait jamais trop pourquoi ils vont entraîner une progression tumorale. Les mutations de modificateurs de la chromatine, elles vont entraîner le fait qu'il y a des centaines de gènes qui vont se retrouver exprimés de façon aberrante. Et parmi ces centaines de gènes, certains vont avoir un effet, vont favoriser la progression tumorale, et d'autres vont avoir l'effet inverse. Et donc on a toujours du mal à comprendre pourquoi ces mutations vont se retrouver si fréquentes dans le cancer. Et ça, c'est un modificateur de la chromatine sur lequel on travaille dans mon équipe. Et ce que je veux vous montrer par ce schéma, c'est le fait que ce modificateur de la chromatine, pour lequel ont été développés des inhibiteurs qui permettent de manipuler son activité,
il a un petit problème, c'est qu'en fait, dans un ensemble de cancers qui sont là en rouge, il a tendance à être perdu, ou sa fonction a tendance à être réduite ou altérée. Et puis, il y a un autre ensemble de cancers dans lequel sa fonction est exacerbée, ce qu'on appelle un gain de fonction et des pertes de fonction. Donc, vous voyez déjà, je pense, tout de suite le problème, c'est qu'il y a des inhibiteurs qui ont été développés pour traiter cet ensemble de cancers. Par contre, on ne sait pas très bien ce que ça va faire pour l'ensemble des autres cancers. Et c'est toujours une difficulté avec ce qu'on va appeler après les épidrogues, qui est de s'assurer de la spécificité de ce qu'on fait et d'éviter des effets secondaires trop forts. Et sur ce, je vais laisser Cyril prendre le relais. Donc effectivement, là, toute la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on peut cibler ces régulateurs de la chromatine. Et si je reprends cette diapo de Raphaël, effectivement, on sépare de façon assez bête et méchante en oncologie, parce qu'on n'est que des médecins, la perte de fonction et le gain de fonction. Et en fait, on a deux mécanismes pour cibler chacune de ces mutations. Donc d'une part, soit on a des gains de fonction. Donc on a une voie qui est hyper activée, donc tout ce qu'on veut faire, c'est la désactiver. Donc ce qu'on va faire, c'est des inhibiteurs. Par contre, on a, comme vous l'avez vu pour le PRC2 juste avant, il y a beaucoup de cancers où il y a des pertes de fonction. Donc on ne peut pas cibler une perte de fonction directement. On n'a aujourd'hui pas de molécules qui permettent de réactiver quelque chose qui a été perdu. D'accord ? Alors, c'est en train d'arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas une réalité. Donc, comment ça marche ? Eh bien, on va se baser sur un concept qui a une centaine d'années, qui n'est pas nouveau, mais qui est très fort depuis 2005, qui s'appelle la létalité synthétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans votre corps, vous avez forcément toujours des systèmes qui sont agonistes, antagonistes, qui permettent d'avoir une homéostasie. À partir du moment où vous avez la perte de fonction d'un de ces complexes, eh bien, le complexe inverse la cellule va devenir très dépendante de ce complexe-là. Et donc, on vient inhiber ce deuxième complexe, et donc la cellule meurt. Donc, comment on simplifie ça ? Ça a été le sujet de ma thèse, la létalité synthétique, et donc j'ai dû l'expliquer à ma mère pendant longtemps. Et donc, je vais expliquer que c'est simple. Pour entendre, vous avez besoin de vos deux oreilles. Si vous avez un doigt dans une oreille, vous entendez toujours la musique. Par contre, si vous voulez ne plus entendre la musique, il faut que vous bouchiez les deux oreilles. D'accord ? C'est le même concept. On a un régulateur qui est altéré par une perte de fonction, eh bien on vient inhiber le deuxième régulateur pour tuer la cellule. Donc aujourd'hui, je suis obligé de vous parler de développement de drogue avant de vous parler de drogue. Et donc moi, je me situe ici, d'accord ? Donc tous les travaux ont été faits avant nous sur des modèles précliniques. Et donc moi, à Gustave Roussy, je m'occupe notamment de la recherche clinique. Et ça va de la phase 1 à la 2 ou à la 3. Et in fine, si on a de la chance, au bout de, vous voyez, le temps de développement, on est sur quasiment 15 ans de développement. Si on a de la chance et qu'on a dépensé assez d'argent, on arrive à l'AMM, ce qui est l'autorisation de mise sur le marché. Et donc si on focus sur les essais thérapeutiques dont je m'occupe, eh bien on distingue 3 phases, dont vous avez dû entendre parler beaucoup pendant le Covid. La phase 1, qui s'intéresse à un nombre très limité de patients qui sont atteints de cancer. Donc, historiquement, c'était des patients qui étaient sans cancer. Maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est pas du tout éthique, donc on ne le fait plus. Donc c'est uniquement des patients atteints de cancer. Et le but de cette phase 1, c'est d'évaluer la sécurité du médicament, d'évaluer la tolérance du médicament et les effets secondaires, pour faire très simple. Ensuite, une fois qu'on a des données de sécurité qui sont acceptables, et des données d'efficacité qui semblent intéressantes, on passe à une phase 2. La phase 2, ça peut aller jusqu'à 200 patients, et le but, c'est vraiment d'évaluer l'efficacité du médicament. Une fois qu'on a évalué que nos médicaments étaient efficaces, le but, c'est d'aller de se combattre contre le traitement standard. D'accord ? Donc, par exemple, je dis une bêtise, si la chimio A est la référence, moi, je vais aller me battre contre la chimio A pour la remplacer. Et je dois prouver que je fais mieux. Et donc vous voyez ici, on a tendance à dire que si on part de 1000 molécules en phase 1, on en a une seule qui arrive à l'autorisation de mise sur le marché. Donc il y a énormément de déchets et beaucoup d'argent perdu. Donc c'est la 4e... j'ai eu 4 présentations depuis novembre, j'aime bien dire ça, où on me demande de parler des épidrogues et on m'impose souvent un titre pour ces présentations, et le titre c'est souvent « La Révolution ». Donc on me dit toujours les épidrogues, quelle révolution, etc. Et effectivement, quand on voit le développement qui est en cours, vous voyez, la liste des médicaments est extrêmement longue.
d'accord ? On a énormément de médicaments qui sont en cours de développement, mais la question c'est maintenant avec quelle efficacité. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est sur une pas si révolution que ça. Donc si on regarde les médicaments qui vont jusqu'à l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, eh ben, on a tout ce qui est méthylation de l'ADN, qui marche très bien. Mais vous voyez, la méthylation de l'ADN, c'est dans les cancers surtout hématologiques. Moi, je m'occupe de ce qu'on appelle les cancers non liquides, donc solides. Et en l'occurrence, moi, je m'occupe notamment des cancers du sein. Il y a uniquement une molécule qui est validée dans les cancers solides. Vous voyez, on n'est pas très avancé. Toutes les autres, donc c'est celle-ci, toutes les autres sont actuellement soit en phase 3, mais qui n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché dans nos cancers solides, soit uniquement en phase 1, avec énormément d'échecs. Et donc juste avant de vous parler des différentes drogues, il faut que je vous montre comment nous, on établit l'efficacité d'une molécule. Parce qu'il faut qu'il y ait des critères objectifs pour dire la molécule est efficace. Il faut que l'oncologue en Australie ait la même définition que l'oncologue aux États-Unis, qu'en France, qu'en Allemagne. Et donc il y a 3 critères qu'il faut que nous, qu'on s'intéresse dans les essais thérapeutiques, ce qu'on appelle le taux de réponse. C'est à quel point la tumeur diminue. D'accord ? Et donc quand on parle de réponse, c'est quand la tumeur elle a diminué de plus de 30%. En dessous de 30%, on est stable. Et quand elle a augmenté de plus de 20%, on dit que le traitement est inefficace. Ça s'appelle une progression. Ensuite, on a ce qu'on appelle la survie sans progression. Donc ça, c'est la durée de prise du traitement, entre le début et la progression. Parce qu'on arrive dans quasiment 100% des cas, malheureusement, à une progression. Donc c'est quelle est la durée pendant laquelle le traitement est efficace. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est la survie globale, parce que ce qu'on veut, c'est augmenter la survie de nos patients. Et donc je vais vous parler de... Donc le titre s'appelle « Des petites victoires et des grandes promesses ». Je vais vous parler des 2 molécules qui aujourd'hui ont prouvé leur efficacité, et de 2 molécules qu'on a actuellement dans le service, et qui sont en cours de développement, et qui sont probablement des médicaments qui vont être autorisés dans les prochaines années. Donc le premier, c'est les inhibiteurs de IDH. Et donc, les inhibiteurs d'IDH, on revient sur cette affaire de méthylation de l'ADN, puisqu'il y a certains cancers qui ont des mutations d'IDH et qui ont un génome in fine qui est hyper méthylé et qui bloque vraiment leur différenciation. Et donc, notamment dans ces cancers-là, on a les gliomes, donc des tumeurs cérébrales, qui sont des tumeurs de très mauvais pronostic. Vous voyez que là, on regarde globalement la survie, pour faire très simple. On voit que la survie est environ en médiane, donc 50% sont en dessous, 50% sont au-dessus, à 11 mois, ce qui est très court. Lorsqu'on donne un inhibiteur d'IDH, on voit qu'on arrive à des délais de plus de 30 mois déjà, et surtout avec une courbe qui est plate. C'est-à-dire que quand la courbe devient plate, on a probablement des patients qui sont guéris. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième type histologique, c'est les tumeurs des voies biliaires, qui sont d'extrêmement mauvais pronostic. Et là, encore une fois, vous voyez que l'efficacité sous traitement est supérieure dans les traitements dans les patients qui ont l'inhibiteur d'IDH versus ceux qui ne l'ont pas. Donc pareil, ça c'est ce médicament qui a été approuvé dans ces 2 localisations. Ensuite, on a les inhibiteurs de PRC2 qui jouent sur deux concepts, soit sur le fait que c'est gain de fonction et donc on met l'inhibiteur dans le cadre de gain de fonction, soit sur le concept de létalité synthétique. Là, je vais vous montrer surtout les inhibiteurs. Donc, je vais vous montrer surtout le concept de létalité synthétique. Et donc, dans certains sarcomes, il y a donc un complexe dont peu importe le nom, qui s'appelle le SWI/SNF, qui, lorsqu'il est présent, inhibe le PRC2. Sauf que dans certains sarcomes, ce complexe ne marche plus du tout, et donc il y aurait une hyperactivation du PRC2. Et donc c'est dans ces sarcomes-là qu'on va essayer de le cibler. Et donc là, vous voyez, on diminue dans 15% des cas. Alors les séries cliniques vraies sont plutôt aux alentours de 20%, avec une durée d'efficacité qui vous paraît courte, qui est de 5 mois, mais qui pour nous change quelque chose véritablement dans la prise en charge de ces patients. L'autre concept, c'est dans les cancers de la prostate. Ça, c'est des données qui viennent d'un congrès américain d'il y a 1 mois et demi, où on voit l'efficacité donc, de ces inhibiteurs de PRC2 dans les cancers de la prostate, où vous voyez qu'on fait plus que doubler le temps sous traitement
de ces tumeurs. Et enfin, donc ça c'était notre petite victoire, et là c'est ce que j'appelle nos grandes promesses, puisque là on est vraiment sur du développement très précoce, c'est ce qu'on appelle des first in human, des premières administrations chez l'homme. Et donc on a cette première molécule qui est un PRMT5 inhibiteur, donc c'est quelque chose qui vient imposer une méthylation sur des arginines, d'accord. Et on s'est intéressé à certaines molécules, certains cancers qui ont des pertes d'un gène, peu importe, et lorsqu'ils perdent ce gène-là, ils deviennent extrêmement dépendants de PRMT5. Donc on retombe sur le concept de létalité synthétique, on vient inhiber le PRMT5. Et donc juste avant de vous présenter les résultats, je veux quand même vous présenter la tolérance. C'est un problème aujourd'hui, nos épidrogues en cancérologie solide sont pas très bien tolérés. Avec deux types de toxicité, des toxicités digestives avec énormément de nausées, de vomissements, et surtout des toxicités hématologiques avec notamment des globules rouges qui baissent, des globules blancs qui baissent et des plaquettes. Donc c'est une des limitations du développement de ces drogues. Néanmoins, sur une phase 1, on est sur une diminution de la tumeur dans 20% des cas, et le traitement est efficace jusqu'à 12 mois. On parle de maladies qui sont multitraitées, métastatiques et de mauvais pronostics. Donc ça, c'est vraiment des résultats très très encourageants. Et enfin, là je vais vous parler du dernier, c'est celui qui me touche le plus, parce que c'est celui qu'on développe dans les cancers du sein actuellement, qui sont les 4-6 inhibiteurs. Donc 4, c'est lysine acétyltransférase. Et donc pour faire très simple, l'acétylation, ça entraîne une activation vraiment très très schématiquement. Et on va s'intéresser il y a plusieurs types de lysine acétyltransférase, et on va s'intéresser à ces deux-ci, notamment dans les cancers du sein. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs types de cancers du sein, dont un qui est extrêmement hormonodépendant. Et donc en fait, ces hormones-là, ces enzymes-là viennent apposer de l'acétylation sur le promoteur du récepteur aux hormones, et donc vient augmenter sa transcription, et donc son expression. Et donc on voit ici, pareil, chez des patients qui sont multitraités, métastatiques, on retrouve une diminution de la tumeur dans 30% des cas, ce qui est vraiment beaucoup, et une durée d'efficacité d'environ 11 mois en médiane. Donc pareil, ça c'est une phase 1. Donc souvent les résultats en phase 1 sont moindres que les résultats qu'on aura ultérieurement, donc on s'attend à des résultats plus grands. Et on a la phase 3 qui ouvre en septembre dans le service. Oh, pardon. Et donc je finis juste sur cette diapo-là pour vous dire que, donc, certes, c'est une nouvelle classe thérapeutique qui est extrêmement intéressante en oncologie, mais il y a beaucoup de limitations actuellement. La première, c'est que 20% c'est beaucoup quand même, mais ça reste faible par rapport à la chimiothérapie, où avec la chimiothérapie, on peut atteindre des 50-60% assez facilement. Et ce faible taux de réponse, il est lié notamment à la toxicité. D'accord ? Ensuite, pour beaucoup d'inhibiteurs, on a des délais de réponse qui sont très longs. Donc, c'est pas je prends le médicament et la tumeur va commencer à diminuer 2 jours après. Il faut que j'attende souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pour des maladies très agressives, ça peut être un véritable frein. Ensuite, c'est ce que je vous disais, les essais thérapeutiques, et c'est ce qu'on discutait un petit peu tout à l'heure, c'est uniquement chez des patients qui sont métastatiques, avec des maladies très hétérogènes, qui ont reçu énormément de traitements, et où l'épigénétique est finalement peut-être pas la chose la plus intéressante à cibler. Et donc probablement qu'il faut qu'on revoie aussi comment on développe nos molécules. Et probablement qu'on les développe plutôt chez des patients qui sont guérissables, d'accord ? Chez des malades localisés, qu'on va opérer, à qui on va faire des traitements adjuvants, etc. Et donc, il y a une vraie nécessité de mieux comprendre comment marchent nos inhibiteurs. Ça, c'est quelque chose qui est aussi limité comme connaissance. Et probablement que le futur de ces épidrogues-là n'est pas en monothérapie, mais plutôt en association avec d'autres molécules. Par exemple, l'immunothérapie, vous en avez peut-être entendu parler, mais ça peut rester des pistes. Voilà. Merci beaucoup pour ces deux exposés. Donc voilà, je vous laisse la parole maintenant pour quelques questions. On va peut-être en profiter pour ouvrir les rideaux, si vous voulez bien, comme ça on aura un peu de lumière. Voilà, merci. Donc je vous laisse la parole. Bonjour. Dans ma famille, il y a cancer du sein, hormonodépendant. Et là, dans l'accompagnement, bon, c'est une autre chose. Mais ma question, quand une cellule cancéreuse est traitée et qu'elle meurt, disparaît ou autre chose,
comment se passe son élimination, et du fait qu'elle n'est plus avec les mêmes propriétés, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de mémoire épigénétique qui fait que certains traitements ne vont pas forcément réussir ou régénérer dans le facteur d'élimination? Que devient ce facteur cancéreux qui a été inhibé dans le système biologique, et qui fait peut-être qu'il y a des traitements qui ne marchent pas ou qui récidivent après un certain temps? Que devient la cellule cancéreuse qui a été annihilée? Elle disparaît tout simplement, donc elle meurt de différentes façons, ça peut être de l'apoptose, de la nécrose, etc. Donc la cellule meurt, et la question c'est pas vraiment celle qui meurt, c'est celle qui ne meurt pas. C'est ça surtout la question, c'est de savoir pourquoi certaines ne meurent pas. Et c'est pour ça qu'on parlait de biomarqueurs, l'idée c'est d'identifier véritablement ces cellules-là qui ne vont pas répondre, de comprendre pourquoi elles ne répondent pas, et ce qui nous permettrait de mieux les cibler. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de mémoire qui continue à exister, quelque chose de virtuel quelque part, et qui fait qu'un système peut se relancer dans la croissance? Alors, je pense que le modèle actuel, c'est plus que dans les tumeurs, il y a beaucoup d'hétérogénéité, et que quand on a une tumeur qui répond à un traitement, on va cibler 90% des cellules, mais on va avoir un sous-ensemble des cellules avec des propriétés différentes qui sera plus résistant au traitement. Et donc il y a toute la notion de cancer stem cell, de cellules souches du cancer. Et on pense que dans beaucoup de traitements, on va cibler les cellules cancéreuses qui sont un petit peu différenciées, et on va avoir beaucoup plus de mal à cibler les cellules souches du cancer. Et donc les rechutes sont souvent associées à ces cellules souches cancéreuses qui peuvent se remettre à proliférer après un temps variable. Est-ce que les cellules souches, est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur la cellule souche cancéreuse, justement pour aller à la source directement? Oui. C'est votre activité? Oui. C'est l'objectif des traitements. Depuis que j'ai envie de dire qu'on a compris cette hétérogénéité, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur l'hétérogénéité des tumeurs et l'hétérogénéité cellulaire. Et effectivement, un des objectifs, c'est de cibler ces cellules qui vont permettre à la tumeur de repousser à nouveau. Une autre question? Oui, dans la présentation précédente, l'épigénétique était dite comme étant des réactions chimiques réversibles, et là il a été question de mémoire. Donc est-ce que vous pourriez éclaircir ce paradoxe? Alors, effectivement, l'épigénétique, c'est un équilibre entre stabilité et réversibilité. Et je ne sais pas si, quand j'ai parlé de mémoire, j'ai utilisé une représentation avec ce qu'on appelle un état bistable. C'est-à-dire que on peut être dans deux états, et en fait, chacun des états est stabilisé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller de l'un à l'autre. C'est juste que c'est pas un continuum d'un état vers un autre. Il y a une barrière entre les deux. La barrière, elle peut être passée, mais ça va demander pas mal d'efforts. Donc c'est ça cette notion. La mémoire, c'est que changer d'état va demander un effort important. C'est pas que c'est fermé et que c'est soit l'un soit l'autre. Question? Cyril, quand tu parlais, à un moment, quand tu parlais de l'efficacité des molécules, tu disais, c'est comme si les molécules avaient un temps limité. Tu disais, je ne sais pas, dans une des diapos, c'était la drogue marche pendant 10 mois. Est-ce que c'était que tu voulais dire que l'espérance de vie est rallongée, ou c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe après là? Alors, dans nos critères d'efficacité, si je prends une phase 3 classique où on va comparer notre épidrogue versus notre traitement A, la première chose, c'est est-ce que j'entraîne plus de diminution de la tumeur? Donc ça, c'est mon taux de réponse. Ensuite, ma question, c'est est-ce que mes patients restent plus longtemps sous traitement? Ça, c'est ce qu'on appelle la PFS, la survie sans progression. C'est combien de temps les patients restent sous traitement sans progresser. Donc ça, c'est une notion d'efficacité purement du traitement. Mais toute la question, c'est de savoir ce qui se passe après, puisque ensuite les gens vont avoir d'autres traitements. Et la question, c'est est-ce que ce gain de durée sous traitement, il se transmet derrière par un gain de survie? Et souvent, c'est pas le cas. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de molécules qui, même quand ils vont sur des phases 3 positives, où on montre ce survie sans progression qui est positive,
mais il n'y a pas de gain derrière en survie globale. Et bien nos autorités, en tout cas en France, les Américains sont beaucoup plus souples, hein, je vous rassure. En France, nous, c'est pas remboursé, surtout qu'on arrive sur des molécules qui deviennent extrêmement onéreuses. Alors moi, tu disais à un moment donné que les épidrogues que tu utilisais étaient utilisés pendant longtemps et il n'y avait pas une grosse perte de masse et qui était partielle. La question que je me pose, c'est pour une tumeur, évidemment, tu aimerais bien réduire la masse. Mais pour une tumeur, surtout, ce que tu veux, c'est pas qu'elle continue, qu'elle s'arrête. Donc, tu n'es pas nécessairement obligé de réduire la masse, tu peux arrêter simplement sa progression. Dans ce cas-là, tu ne tues pas les cellules en croissance rapide, tu empêches le renouvellement homéostatique, donc tu touches les cellules souches. Tu ralentis la fonction des cellules souches cancéreuses qui veulent pousser, qui veulent faire un réseau sanguin, qui veulent apporter à manger, parce que son but c'est de pousser, comme une herbe folle qui sort du goudron, elle veut pousser, c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est un peu la question que je posais tout au début, enfin avant, c'est il faudrait vraiment mélanger une drogue qui est clastogène, qui tue les cellules en croissance rapide, avec une drogue qui limite la croissance, sans tuer nécessairement, mais qui limite la croissance de la tumeur. Et ça m'apparaît à moi une priorité. Complètement. Alors il y a plusieurs choses. Donc déjà, effectivement, moi quand je parle à mes patients qui sont métastatiques, je leur dis, la première réussite, c'est que la maladie arrête d'augmenter. Donc ce qu'on appelle une stabilité. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point, c'est une première réussite. Et c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer aussi dans les essais thérapeutiques, puisqu'on a le taux de réponse, mais on a aussi le taux de stabilité. D'accord ? Et on appelle ça le taux de bénéfice clinique. Pour les épidrogues, on arrive à des taux de stabilité qui sont plus importants que les taux de réponse. Le problème, c'est qu'on a des maladies très agressives, et donc avec des symptômes, et on a besoin de réduire les tumeurs. Donc effectivement, il y a cette notion, nécessité d'associer des médicaments. Problème de la phase 1, c'est que si on veut évaluer la toxicité, il faut l'évaluer en monothérapie. Sinon, on ne sait pas qui fait quoi. Mais on a toujours des cohortes qui associent notre molécule en monothérapie et associées avec d'autres traitements. Donc là, en l'occurrence, pour le cancer du sein, je vous ai montré les 4-6. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le 4-6, là, il était en association avec l'hormonothérapie qui, lui, pour le coup, est cytotoxique. Et c'est pour ça qu'on a des taux de réponse peut-être plus intéressants. Donc, complètement d'accord. Est-ce que peut-être qu'il faudrait utiliser des drogues plus basses, comme pour l'azathicycline, donc qui ne seraient pas toxiques? Là, il faut rediscuter avec les laboratoires de comment ils veulent développer leurs drogues et à quel point ils sont prêts à couper leurs bénéfices. Nous sommes très heureux que notre réunion ait permis des échanges à ce niveau-là et peut-être va favoriser des recherches. Donc c'est un gros succès, faites-le savoir. Donc je vais quand même redonner la parole à des gens qui ne sont pas spécialistes peut-être. Dans le problème du concept de cellules souches, il y a le point important de la niche des cellules souches. Et là, elles se protègent particulièrement. Donc ce n'est pas comme si elles étaient en mélange avec les cellules qui sont les progénitrices replicatives ou non. Elles s'installent dans un endroit un peu hypoxique, un petit peu délicat à atteindre. C'est ça aussi le point, dans l'organisation architecturale en même temps. Ce qu'on appelle, nous, plus la mise en dormance. Voilà, elles hibernent, effectivement. Bon, merci Jean-François d'avoir posé cette question très très simple, n'est-ce pas? Donc, je dois dire que j'étais un petit peu perdu, mais c'était sans doute si ça peut faire progresser le débat, j'en suis heureux. Moi je voudrais revenir à une question plus simple, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Je voudrais revenir par rapport à ce que vous avez dit, Raphaël. C'est finalement, si j'ai bien compris, il y a une origine génétique qui fait que la chromatine expose sa reconfiguration, expose certains gènes qui vont s'exprimer d'une manière désordonnée, d'une manière incontrôlée, etc. Et donc, les épidrogues, etc., j'ai pas bien compris finalement le principe de l'action. C'est-à-dire que ça va remettre la chromatine dans une bonne configuration. Qu'est-ce que ça va faire exactement, ces épidrogues? Alors, donc, sur le mécanisme initial, tu as très bien compris. Et sur le rôle des épidrogues, donc,
Paola nous avait parlé de l'utilisation des épidrogues pour le reprogrammer. Et ce que Cyril a plus développé, c'est l'idée qu'on pouvait utiliser les épidrogues si l'épigénétique est déjà endommagée. Si on rajoute une perturbation de plus, la cellule peut ne pas le supporter. Parce que l'enjeu de la chimiothérapie, c'est de cibler la cellule cancéreuse, mais pas la cellule normale. Donc, des agents toxiques pour les cellules, on en a plein. On n'a que l'embarras du choix. Mais par contre, ça va tuer le patient en même temps que la tumeur. Donc, l'enjeu, c'est toujours trouver une façon de cibler spécifiquement la cellule cancéreuse. Et donc, si on connaît une mutation génétique qui crée une faiblesse dans cette cellule cancéreuse, on va exploiter cette faiblesse pour obtenir de la cytotoxicité, pour tuer les cellules direct. D'accord. Donc c'est vraiment ce que Cyril a bien développé en létalité synthétique, c'est essayer d'exploiter, de trouver et d'exploiter les faiblesses des cellules cancéreuses pour manipuler ces faiblesses et créer des thérapies qui ne ciblent que les cellules cancéreuses et pas la cellule normale. D'accord, d'accord. Donc l'épidrogue, là, c'est quelque chose qui va plus attaquer certaines parties de la chromatine défigurée, qui va faire que cette cellule-là va mourir. Voilà, parce que cette cellule a une mutation qui fait que déjà sa chromatine n'est pas normale, oui. On rajoute une autre couche d'anormalité, et là, par contre, la cellule n'arrive plus à survivre. C'est pas l'expression des gènes qu'elle modifie, c'est qu'elle tue la cellule plus vite. Elle va modifier l'expression des gènes, mais de façon, il y a des centaines de gènes qui vont se retrouver dans un sens et dans l'autre. Ah oui, et s'il y a déjà eu une perturbation, la seconde est plus supportable par la cellule. Ah oui, ok. D'accord, c'est plus. Okay. Nicolas. Et alors, à ce niveau-là de raffinement, vous avez parlé à un moment on descend de plus en plus petit sur la séquence d'ADN et on se localise. Est-ce qu'on arrive à devoir créer des traitements spécifiques par patient? Est-ce qu'on séquence les zones avec les mutations ou est-ce qu'on est dans les grandes familles générales de mutations? Alors, on est spécifique du patient ou de la génétique du patient, mais on n'est pas spécifique d'une région de la chromatine. Donc, ce que je veux dire par là, l'objectif de ces épidrogues, c'est de cibler, ça rejoint les objectifs de médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer des drogues qui fonctionnent sur des tumeurs qui auront eu tel gène muté. Donc on sait qu'il y a un gène X qui est muté, et ce gène entraîne une faiblesse, donc à ce moment-là, on peut utiliser le traitement. Donc c'est spécifique du patient et de la tumeur, mais ce n'est pas spécifique d'une... On ne sait pas cibler juste un suppresseur de tumeur ou un oncogène. En gros, pour parler de notre expérience avec Gustave Roussy là-dessus, c'est effectivement tous nos patients aujourd'hui qui arrivent au stade métastatique sont séquencés. Ils ont un séquençage de leur tumeur. Et donc nous, ça nous permet, on est une institution surtout de recherche clinique, donc ça nous permet d'orienter les patients en fonction de leurs altérations, soit vers des thérapies qui sont déjà validées, soit vers des essais thérapeutiques, comme c'est le cas pour certains des médicaments que j'ai présentés. Et vous avez la séquence aussi de l'ADN qui n'a pas la tumeur? Non, pas forcément. Bah, il faut, hein. Alors ça dépend. Soit on a des biopsies tissulaires, et auquel cas on n'a que la tumeur par définition. Soit on a maintenant le concept de biopsie liquide. Donc le concept de biopsie liquide, c'est de faire une prise de sang, et dans cette prise de sang, les patients qui ont des cancers métastatiques ont certes leur ADN à eux qui circule, mais une infime partie de leur ADN, de l'ADN de la tumeur qui circule aussi. Donc effectivement, sur des biopsies liquides, on se retrouve avec l'ADN des patients, et donc on peut retrouver des variantes plutôt constitutionnelles pour le coup, plutôt que somatiques, mais qu'on n'utilise pas forcément tout le temps en pratique clinique pour les cibler. D'autres questions? Est-ce qu'il existe des résistances spécifiques au type de traitement que vous faites? De la même façon que quand on utilise les antibiotiques, on peut trouver de la résistance aux antibiotiques. Et donc, est-ce que s'il y a de la résistance,
ça ne va pas sélectionner, enfin, finalement, les cellules qui sont encore plus virulentes et résistantes. Alors, globalement, l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on court un peu après le cancer, effectivement, et l'exemple parfait, c'est les thérapies ciblées. Véritablement, les thérapies ciblées, par exemple, dans le cancer du poumon, on a une mutation A, on met un traitement anti-A. C'est des mutations qui sont dites d'addiction, c'est-à-dire que le cancer est addict à cette mutation, et quand on annule cette mutation, eh bien la cellule meurt. Sauf que par tous les moyens, elle va trouver des moyens de résister. Et donc on a plusieurs types de mécanismes de résistance. On a les mécanismes de résistance qu'on dit sur la cible, c'est-à-dire qu'on va modifier le gène de la cible pour le rendre résistant aux médicaments. Ça, c'est la première chose. On a aussi des résistances qui sont dites en dehors de la cible, c'est-à-dire que, imaginons que vous voulez prendre le chemin A, et ben le cancer dit non, mais moi je vais prendre le chemin B, je vais prendre une autre voie de prolifération si c'est ça. Donc ça, c'est ces deux mécanismes-là. Et ensuite, on a tout un mécanisme qui est pour le coup d'ordre plutôt épigénétique, qui est lié à la plasticité, où en fait les cellules se transdifférencient. Et donc on passe d'une cellule qui a un type de cancer du poumon vers un autre type de cancer du poumon. Donc il y a vraiment beaucoup de mécanismes de résistance, et c'est le problème qui fait qu'on n'arrive pas à les cibler aujourd'hui. Et pour l'instant, on enchaîne les inhibiteurs. Probablement que ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire. Donc on a vraiment l'impression de courir un petit peu après la tumeur. Voilà. D'autres questions? Vous avez parlé des effets secondaires assez importants. Est-ce que vous avez les moyens de les limiter ou même de les faire disparaître? Alors ça dépend des effets secondaires. Aujourd'hui, on a de la chance, la vision qu'on a de la chimiothérapie des années 90 est assez loin quand même, et heureusement, on a beaucoup de traitements qui permettent de ce qu'on appelle les soins de support finalement, de pallier aux symptômes que nous on induit aux patients. Pour les épidrogues, on va juste réutiliser les mêmes médicaments qu'on utilise pour la chimio. Après, il y a certaines toxicités qui sont limitantes. C'est pour ça que je parlais beaucoup des toxicités hématologiques, c'est-à-dire les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, et notamment les plaquettes, on n'a pas de moyen de les faire remonter. Les globules rouges, on peut utiliser l'EPO, mais c'est pareil, c'est pas très efficace. Les globules blancs, on a assez peu de problèmes, mais c'est vrai qu'on a du mal à l'utiliser. Donc globalement, oui et non. Et c'est bien l'objectif de trouver des faiblesses des cellules tumorales, c'est de ne cibler que les cellules tumorales, parce que les effets secondaires, c'est le fait qu'on cible aussi, la plupart des chimiothérapies ont été traditionnellement basées sur le ciblage des cellules en prolifération, qu'elles soient normales ou pas normales. Et là, l'idée des épidrogues, c'est de les utiliser spécifiquement là où, de façon plus ciblée. Est-ce qu'il y a dans les traitements qui sont faits des drogues qui permettraient, plutôt que de tuer ou de faire la nécrose, d'une réinformation de la cellule cancéreuse pour qu'elle redevienne une cellule saine? Le côté réversibilité, est-ce que c'est possible dans les recherches? Est-ce que c'est possible? Je parlerai juste de la partie clinique, et je laisserai la partie préclinique peut-être à Raphaël. Nous, on n'a rien en phase 1 en tout cas. Je pense que c'est théorique, en ce sens, comme j'ai essayé de l'expliquer, la grande majorité des cancers ont une origine génétique, et ça, on sait pas c'est pas réversible. On sait pas, pour le moment, on ne sait pas aller corriger l'ADN, la séquence d'ADN. On peut le faire in vitro sur quelques lignées, mais on sait pas sur quelques cellules, je veux dire, mais on ne sait pas le faire sur un patient, surtout si c'est contre-sélectionné. C'est-à-dire que si une cellule cancéreuse, elle va vouloir proliférer. Donc si on corrige une mutation, elle va s'arrêter de proliférer. Donc ça va favoriser celles qui n'ont pas été corrigées. Donc c'est théoriquement faisable, mais c'est pratiquement pas faisable à l'heure actuelle. Moi j'avais une autre question, c'était est-ce que il y a des exemples d'épidrogues qui sont utilisés pour d'autres maladies? Et juste une deuxième question peut-être, est-ce que les épidrogues marchent sur les cancers des enfants? Alors, je vais répondre, peut-être l'épidrogue la plus connue, c'est un antiépileptique. Donc c'est le valproate,
qui est utilisée depuis les années 60 en antiépileptique. C'est la première, en fait, on s'est rendu compte tardivement que c'était une épidrogue, quelque chose qui ciblait la dépakine, qui est connu sous son nom plus. Et après, pour l'oncopédiatrie, je te laisse. Je suis ni hématologue ni oncopédiatre, mais effectivement, quand on vous a présenté les altérations du PRC2, on vous a présenté une mutation, l'H3K27M, dans les gliomes de la ligne médiane notamment. Et effectivement, on a eu une phase 1 qui est assez intéressante avec un médicament qui s'appelle l'ODM, peu importe, avec des résultats vraiment très intéressants et qui est aujourd'hui en accès compassionnel pour ces tumeurs-là. Ouais. Quelqu'un n'a pas posé. Qui c'est qui veut poser une question? Sonia. Parce que vous parliez justement du recalibrage de l'ADN des cellules cancéreuses. Et on a vu passer quelques informations sur ce sujet-là. Donc en fait, ce sont des fakes. Il y a eu quelques informations justement qui sont sorties sur le fait qu'il était possible de reprogrammer l'ADN des cellules cancéreuses. Donc en fait, ce sont des fakes. Ou ça a déjà été fait? Cliniquement, non. Cliniquement, non. Après, il faut faire attention à ce qu'on... Effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à avoir les gros titres de journaux, basés parfois sur effectivement des publications précliniques. Mais vous pouvez avoir le meilleur rationnel de la Terre, le meilleur préclinique de la Terre. Il faut passer l'expérience des patients. Et c'est la finalité. Et donc aujourd'hui, on n'a aucun traitement qui soit ni en phase 1, phase 2, phase 3 qui fait exactement ce qui est décrit. Donc voilà. Donc après, on peut trouver tout rationnel. Hein, mais... Il y a un type de tumeur particulier, et ceci est connu depuis pas mal d'années. Ce sont les tératocarcinomes qui, d'un seul coup, deviennent tératomes matures. Et il y a des switches dans cette forme de tumeur qui étaient connus très tôt et qui sont rares, malheureusement, mais qui ont une évolution vers le tumeur bénigne. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant dans les tératocarcinomes. Merci Jean-François. Raphaël m'a fait une remarque, effectivement, peut-être sur la question que vous posiez avant. C'est peut-être le concept des carticelles ou des macrophages, c'est un terme qui vous parle ou pas du tout sur votre question d'avant, sur la reprogrammation. Non, c'était juste... ok, très bien. Okay. C'est l'idée que la modification du génome pouvait être utilisée pour favoriser le système immunitaire du patient. Mais a priori, une approche qui serait de modifier la génétique de la tumeur, ça, je ne suis pas au courant d'application clinique. Moi, j'ai une petite question maintenant. On parle beaucoup notamment de certains cas de cancer pédiatrique qui sont apparus dans certaines régions dus à des pesticides. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par là? C'est-à-dire, quelle est l'action d'une molécule de pesticide sur... est-ce que c'est génétique, épigénétique? C'est hors de mes compétences complètement. Oui, non, mais c'était le risque de ma question parce qu'elle est un peu hors sujet. Mais néanmoins, je l'ai trouvé intéressant de savoir qu'on parle toujours quand même de molécules cancérigènes et les pesticides en font partie, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Donc, on ne sait même pas si c'est épigénétique ou génétique, ou on ne sait pas. Alors, les expositions professionnelles au sens classique du terme, mais je laisserai Raphaël parler, mais quand on parle de tabac, d'UV, ce genre de choses, c'est génétique. C'est génétique. C'est génétique. Alors après, pour les pesticides... Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a génétique et il y a aussi pour les pesticides, il y en a certains qui dérivent clairement de l'épigénome. De l'épigénome, d'accord. Il y a les deux. Génétique et épigénome. Il y a certains pesticides qu'on ne comprenait pas parce qu'ils n'induisent pas des mutations. Il y a certains pesticides qu'on ne comprenait pas, ils n'induisent pas de mutations classiquement comme les pesticides qu'on connaît. Et en fait, il y a des études qui ont montré qu'effectivement, ils affectent des modifications épigénétiques. Et ils ont quand même des effets comme toxiques géniques. Comme ceux qu'on vient de voir, qui sont induits par la génétique. Oui. Et en fait, il y a une loi qui est passée il y a... je ne me rappelle plus. En tout cas, les généticiens, en France, ils ont changé la réglementation pour les pesticides il y a 4-5 ans. Non, 2017-2016, donc un peu plus. Et en fait, on voulait absolument faire entrer aussi des études
qui montrent qu'ils ne sont pas nocifs sur l'épigénome. Mais on n'a pas réussi. Ah, Donc aujourd'hui, c'est que un nouveau génétique. Oui. Très bien. Ah, une dernière question. Dans la deuxième partie, j'ai eu l'impression que pour les épidrogues, vous vous concentriez surtout sur les cancers avec métastase. Est-ce que c'est bien le cas et si oui, pourquoi? Alors, c'est bien le cas. D'accord, donc on s'intéresse uniquement aux patients métastatiques et ça c'est lié juste au développement des molécules. Aujourd'hui, développer des molécules de phase 1 où on évalue la toxicité chez des patients qui sont curables, c'est pas du tout éthique parce que par définition peut-être que ça peut altérer le traitement standard qui peut les guérir dans plus de 90% des cas. Donc aujourd'hui les molécules sont d'abord développées au stade métastatique et chez des patients qui ont reçu plusieurs lignes de traitement, chez qui on va dire que les options thérapeutiques s'amenuisent. Donc c'est cette population-là de patients qui est surreprésentée en phase 1, ce qui paraît logique. Et donc une fois qu'on a des signaux d'efficacité, on dit qu'on remonte les lignes jusqu'à arriver in fine à la première ligne. Et une fois qu'on est en première ligne, les rebasculer chez des patients qui sont curables.